Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule qui a pour but en fait de vous donner quelques astuces pour mieux surfer sur la première vague folliculaire du postpartum. Mais contextualisons d'abord notre intervention. Nous sommes donc, comme le nom l'indique, après le vélage au cours de ces premières semaines. Et nous avons ici, bien sûr, au niveau ovarien, une réserve folliculaire. Deuxième chose sur laquelle il faut revenir un instant, ce sont les acteurs hormonaux de cette croissance folliculaire. Et par acteurs hormonaux, il faut entendre la LH, qui va se manifester sous la forme de pulse, mais également sous la forme d'un pic. Il faut mentionner également le rôle de la FSH, de l'estradiol et également de l'inhibine. Et donc allons-y. Voilà ce qui apparaît effectivement après le vélage. Suite à la diminution de concentration des oestrogènes après le vélage, apparaît un premier pic de FSH. Et ce pic de FSH va recruter un groupe de follicules de diamètre compris entre 4 et 8,5 mm. Donc ce sont des follicules de taille réduite qui vont donner à l'ovaire un aspect granuleux à la palpation. Il n'est donc pas question bien sûr de les individualiser par palpation manuelle, on peut juste les voir par échographie. Ces follicules en croissance vont bien sûr synthétiser de l'œstradiol. Ils vont synthétiser de l'estradiol et l'augmentation de concentration de l'estradiol va faire en sorte que la concentration de la FSH diminue. Ces follicules en croissance vont également synthétiser de l'inhibine. Et donc, nous voyons que le résultat de cette diminution de FSH et de cette augmentation de l'inhibine va entraîner l'atrésie d'un certain nombre de follicules de ce groupe recruté. Mais l'estradiol aura également un autre effet que de développer l'apparition sur l'un de ces follicules de récepteurs à la LH. Et donc il y a une augmentation du nombre de ces récepteurs. C'est qu'en effet, on approche tout doucement d'une étape importante de cette croissance folliculaire qui est le stade de la déviation. Et ce stade de la déviation correspond en fait à la sélection d'un follicule qui seul va pouvoir poursuivre sa croissance. Je dis seul, mais il peut se faire que de temps à autre, il ne soit pas tout à fait seul, et on aboutit ici à la croissance de 2 voire 3 follicules, c'est ce qui explique les cas de gémellité. Il y a une autre vidéo qui est consacrée à ce phénomène-là. Voici donc notre follicule sélectionné. Il est parvenu à devenir dominant parce qu'il est le plus gros, bien entendu, sur l'ovaire, et il est dominant aussi parce qu'il a synthétisé de l'inhibine, il a pu éliminer les autres et entraîner l'atrésie des autres follicules. Il est dominant et donc il va continuer, bien sûr, à synthétiser de l'œstradiol. Et cette augmentation de l'estradiol va entraîner une augmentation de la pulsatilité de la LH. Et c'est cette LH qui va prendre en quelque sorte le relais pour stimuler la croissance de ce follicule dominant. Il est dominant, c'est le plus gros sur l'ovaire, et on peut à ce stade-ci le palper puisque son diamètre est supérieur à 10 mm. Poursuivant sa croissance, bien sûr, les quantités d'œstradiol continuent à augmenter et elles sont à ce point suffisantes que cet œstradiol va induire maintenant l'apparition d'un pic de LH, donc un relargage massif de cette LH. Et c'est là que l'évolution du follicule en croissance risque de prendre différentes tournures. La première de ces tournures, et c'est la plus classique, c'est celle que l'on attend dans les cas les plus fréquents. La première évolution, c'est que le follicule dominant va aboutir à quoi? À une ovulation. Une ovulation, et par derrière, et surtout si ce pic de LH a été suffisant, par derrière va se développer bien entendu un corps jaune. Voilà une situation que l'on observe dans 50 à 85% des cas. En fonction, bien sûr, une fois encore, de cette quantité de LH libérée. Ça, c'est la première évolution la plus optimale. Une deuxième évolution possible, c'est la situation où
on a non plus une ovulation, mais suite à un manque ici de cette pulsatilité de la LH, la croissance du follicule n'est pas aussi optimale. Et que se passe-t-il? Eh bien, il s'essouffle et bien entendu, il va évoluer vers l'atrésie. Si atrésie de ce follicule dominant il y a bien entendu diminution de la concentration en œstradiol. Et cette diminution de la concentration en œstradiol a pour effet, bien sûr, par effet rebond, feedback négatif, de stimuler l'apparition d'un autre pic de FSH. Et vous l'avez compris maintenant ce qui risque de se passer suite à l'apparition de cet autre pic de FSH, eh bien, va apparaître une autre vague de croissance folliculaire. Et le processus ainsi décrit risque parfois de se répéter pendant plusieurs semaines après le vélage. Deuxième situation, donc B, atrésie et apparition d'une nouvelle vague de croissance folliculaire. Troisième situation, bien sûr, il peut se faire aussi que le pic de LH ici, le pic de LH, ne soit pas suffisant que pour entraîner l'ovulation. Et donc, le follicule dominant ici va poursuivre sa croissance, et vous imaginez bien ce qui va se passer. On aboutit ainsi à la formation d'un kyste folliculaire qui pourra peut-être par la suite devenir un kyste folliculaire luteinisé. Et donc ici, on a une structure folliculaire par définition dont le diamètre est supérieur à 25 mm. Donc, A, B, trois situations donc, A, B et C. Et donc on a ici ce qu'on a affaire à des situations beaucoup plus pathologiques. On a affaire à un anéstrus pathologique fonctionnel. Il y a apparition d'une seconde vague, d'une troisième parfois. On a apparition d'un anéstrus pathologique kystique, puisqu'il y a poursuite de la croissance folliculaire. Et ce genre de situation s'observe dans 15 à 50% des cas. Et donc il faut bien entendu, autant que faire se peut, réduire la prévalence de ces anestrus. Et ces anestrus en fait trouvent leur origine, et vous l'aurez compris, trouvent leur origine dans première possibilité, un manque de FSH, et donc il s'agit ici d'un anestrus de type B qui peut bien sûr apparaître, mais ces anestrus peuvent également trouver leur origine dans un manque de la pulsatilité de l'hormone LH qui a empêché le follicule dominant de poursuivre sa croissance. Et troisième situation possible, cet anestrus peut trouver son origine dans un manque du pic de LH cette fois-ci et aboutir à l'apparition d'un kyste folliculaire. L'un dans l'autre, la LH sous forme de pulsatilité ou sous forme de pic résulte d'un manque de sensibilité de l'hypothalamus et donc de la GnRH à l'œstradiol. Voilà, ces brefs rappels étant faits, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.